tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info en cette fin de semaine. Voici le sommaire de cette édition. Nous nous intéressons à ce nouveau rendez-vous culturel monégasque. Les premières rencontres philosophiques de Monaco ont été lancées jeudi en Principauté. Une équipe de Monaco Info s'est rendue à Paris pour une conférence sur les différents projets menés par l'Institut Pasteur et soutenus par la Principauté. La Jeune Chambre économique proposait cette semaine une nouvelle initiative pour les lycéens monégasques. Frédéric Elion vous présentera ses ambitions. Le Monaco Economic Board organisait conjointement avec la Jeune Chambre économique un dîner-débat autour de l'économie brésilienne. Nous nous pencherons sur cet événement qui fête cette année ses 7 ans. Le GEM Lucarte continue de rallier grand nombre d'artistes à la lutte contre le cancer avec son concours d'art contemporain. Nous poursuivrons notre série de reportages sur les lieux et sorties proposés dimanche à l'occasion de la 20e journée européenne du patrimoine avec une découverte des missions de la police maritime et aéroportuaire. Et nous retrouverons en fin de journal notre invité du week-end. Il s'agit cette semaine de Marion Cabridens de l'association Amref Flying Doctors qui contribue à la formation des sages-femmes dans une dizaine de pays africains. Il s'agit d'un tout nouvel événement culturel en Principauté. Jeudi, Mademoiselle Charlotte Casiraghi, entourée des 3 autres membres fondateurs, lançait officiellement la première édition des rencontres philosophiques de Monaco. José Sacré nous dévoile les ambitions de ce nouvel événement. Après une conférence de presse donnée au Théâtre Princesse Grace et l'après-midi une rencontre présentée par Charlotte Casiraghi et la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury avec des lycéens, c'est à l'atelier des ballets de Monte-Carlo, devant une salle comble, qu'a eu lieu le premier atelier des rencontres philosophiques de Monaco, une initiative de Charlotte Casiraghi. La philosophie a été une des rencontres les plus essentielles de ma vie et forcément la pratique de la philosophie m'a bouleversée et donc il était naturel que j'ai ce désir de la partager et de monter un projet qui permette de diffuser et de partager la philosophie et pas seulement dans un milieu universitaire mais de façon plus ouverte et surtout de rendre ces conférences gratuites et ouvertes au public et ça c'était très important. C'était essentiel de m'entourer de philosophes qui avaient cette approche, on va dire presque charnelle de la philosophie et je sais que c'est une mission assez compliquée puisqu'il faut un petit peu aller vers le public mais comme on le disait tout à l'heure, ces questions travaillent tout le monde, c'est-à-dire que c'est vraiment la philosophie touche à des questions que tout le monde se pose. Il me semble, dans une époque qui se déshumanise de plus en plus, tout banalement, par l'expansivité de la technique, il me semble important que nous retrouvions ce que chaque homme a de plus intérieur. Donc, vous interrogiez Charlotte Casiraghi et j'étais très impressionné par les réponses qu'elle vous a faites et qui rendaient manifeste le sens même de la philosophie. Voilà une personne qui a tout, même la beauté, même le charme. Et néanmoins, il lui manque quelque chose. Voilà le sujet de la philosophie. Que manque-t-il à tout homme, alors même qu'il n'a rien à attendre? Cette même question, c'est celle qui se posait au premier homme, au paradis. Il avait à sa disposition l'infini. Il était en face d'un être parfait, ayant une infinité de perfections infinies. Qu'est-ce qui pouvait lui manquer? Que peut-on espérer de plus que l'infini? Et cependant, il a pu être tenté. Qu'attend donc tout homme dont aucun objet ne puisse le combler? Au programme de ces rencontres philosophiques de Monaco, un colloque international de philosophie et le prix et la mention honorifique décernés en juin 2016. Et puis les ateliers mensuels, cette année sur le thème de l'amour. Jeudi 15 octobre, la rencontre amoureuse était le sujet de cette première conférence donnée par Cynthia Fleury et Nicolas Grimaldi, philosophes.
La question de l'amour, bien évidemment, est au cœur de nos vies et je pense que même pour penser à des problèmes plus complexes, si nous n'avons pas réfléchi sur le rapport à l'autre, à autrui, avec tout ce qui peut s'immiscer dans ce rapport à l'altérité, on ne peut pas résoudre des problèmes plus vastes. Donc je pense que la question de l'amour est une des questions les plus fondamentales et la grande affaire de chacun de nous. Monsieur Grimaldi, avec Cynthia Fleury, ce soir, vous parlez de la rencontre amoureuse pour ce premier atelier des rencontres philosophiques de Monaco. Mais une rencontre amoureuse, c'est forcément fortuit. La rencontre, en effet, comme vous le dites, est souvent fortuite. Elle ne dépend pas de nous. Mais je ne suis pas absolument assuré que la rencontre suffise à susciter l'amour. Car ce qui n'a pas continué n'a jamais commencé. De sorte que on ne peut s'interroger sur la rencontre entre deux êtres que si déjà ils se sont liés, si déjà chacun a besoin de l'autre, et si ce besoin devient pour chacun à la fois un émerveillement et un souci. Alors, c'est comme en histoire, c'est une fois que l'événement s'est produit, et après qu'il ait entraîné tant de bouleversements, qu'on peut s'interroger sur l'origine de cet événement. Donc, la rencontre est peut-être un fait rétrospectif. Lorsque l'amour est devenu une histoire, cette histoire une longue aventure, mais alors seulement, on se demande comment cela a-t-il pu commencer. D'ailleurs, combien d'amants ne se demandent comment ils ont pu se voir si souvent, s'être si souvent rencontrés avant de s'aimer. Ce premier atelier philosophique a bénéficié de la participation de la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. Je pense que c'était très important d'avoir ce dialogue avec tous les acteurs culturels de la vie monégasque et je pense que l'idée d'avoir un tableau vivant qui illustre la rencontre permet d'incarner ce moment et je pense que la danse a mis en scène la rencontre amoureuse de nombreuses fois et donc ça paraissait naturel de faire ça avec Jean-Christophe. De l'amour, il en sera encore question lors du prochain atelier des rencontres philosophiques de Monaco, le jeudi 12 novembre au Théâtre des Variétés à 19h, avec Désir, Passion, Jalousie. Session spéciale Monaco à l'Institut Pasteur. Pendant 3 jours s'est tenu à Paris un symposium scientifique sur les différents projets développés par cette institution. Une journée était consacrée aux actions menées en partenariat avec la Principauté. Une équipe de Monaco Info était sur place. Un reportage signé Dominique Poulain et Olivier Bonello. C'est dans le cadre d'une convention signée il y a 5 ans que la Principauté de Monaco et l'Institut Pasteur ont décidé de travailler ensemble sur le long terme et sur plusieurs thématiques liées à la santé humaine. Une convention qui prévoit entre autres le financement de projets communs en faveur de la lutte contre les maladies émergentes, la recherche de vaccins ou encore l'accès à la formation des personnels de santé. Ce symposium, organisé dans les locaux de l'Institut Pasteur, avait donc pour objectif de mettre en lumière les projets de l'Institut auxquels la Principauté, la Direction de la coopération internationale, le Centre scientifique et la Fondation Prince Albert II se sont associés en apportant leur soutien financier. Il permet de mettre en lumière cette coopération et l'apport de la Principauté auprès de l'Institut Pasteur. Il permet auprès de l'ensemble de la communauté scientifique des Instituts Pasteur, les 42 instituts à travers le monde, de dire et de faire le point de ces recherches ou de ces formations d'ailleurs, puisque l'un des volets de la coopération entre Monaco et l'Institut Pasteur, c'est la formation des futurs cadres de la santé publique des pays du Sud, donc c'est un point très très important et c'est bien de pouvoir partager et de faire ce point d'étape avant de se lancer dans une nouvelle phase de cette coopération pour sans doute les 5 années qui viennent.
Parmi les volets abordés, la résistance aux antibiotiques des enfants, dont les mères ont été sous traitement pendant leur grossesse au Mali et à Madagascar, et le contrôle des épidémies de méningite au Niger. Ça, c'est un problème dramatique parce que les antibiotiques existent, il n'y a pas vraiment de nouveaux antibiotiques et les microbes s'adaptent et deviennent de plus en plus résistants aux antibiotiques. On l'observe en Afrique où la prescription des médicaments n'est pas toujours très rationnelle, où les Africains parfois prennent des médicaments d'une manière un peu irréfléchie, donc favorisant la survenue de résistance chez les bactéries. Et en particulier, un gros problème qui n'a pas été évoqué dans cette session, c'est les résistances du bacille de la tuberculose aux antibiotiques. La tuberculose qui était une maladie qui était presque en voie d'éradication, maintenant le bacille de Koch, le bacille de la tuberculose devient pratiquement résistant aux antibiotiques. Il faut trouver de nous. Et il y a peu de nouveaux antibiotiques. Donc c'est un vrai problème mondial. Autre volet, les bourses d'études allouées par la principauté à des médecins africains pour leur permettre une formation de longue durée à l'Institut Pasteur de Paris et la recherche d'un vaccin contre la bilharziose en Afrique et au Moyen-Orient. Une maladie provoquée par un ver parasite présent dans certaines eaux douces qui provoque 280 000 décès chaque année. Thérapeutique, biothérapeutique qu'on a vu sur la bilharziose, qui est une maladie endémique qui atteint plus de 200 millions de personnes dans le monde et qui est de faire, je trouve que c'était diablement séduisant et élégant, de faire manger le vecteur de la bilharziose par des crevettes. Je crois que c'est absolument... Et qui s'est passé au stade non plus expérimental, mais au stade de production. Et ça paraît, dans un univers où on essaie de maintenir la biodiversité, tout à fait intéressant. La convention passée entre l'Institut Pasteur et la Principauté prévoit également l'attribution d'un prix scientifique décerné tous les 3 ans. Le premier prix avait été attribué en 2012 à Michel Bell pour ses travaux sur les répercussions sanitaires de la pollution atmosphérique. Le prix 2015 sera décerné à Monaco le 23 novembre prochain. Parlons à présent de cette nouvelle initiative de la Jeune Chambre économique en partenariat avec la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Le lycée Albert Ier accueillait cette semaine la première édition de Graines d'entrepreneurs. Plus d'explications avec Frédéric Elion. Une demi-journée pour apprendre à entreprendre, construire le Monaco de demain. La Jeune Chambre économique de Monaco organisée en collaboration avec la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la première édition de Graines d'entrepreneurs mercredi. Une matinée où les élèves de terminale du lycée Albert Ier ont été sensibilisés à l'entrepreneuriat, eux qui seront peut-être les entrepreneurs de demain. L'idée, c'est d'aller voir les élèves de terminale et de leur parler d'entrepreneuriat. Et plus que de leur en parler, c'est de les faire participer à des tables rondes, à des workshops sur lesquels ils vont pouvoir prendre une idée fictive de création d'entreprise, de création d'association, d'événements et la porter jusqu'à son terme avec une réflexion encadrée par les professeurs d'un côté et des vrais entrepreneurs de la principauté de l'autre. Nous, on a souhaité le cibler vers les élèves de STMG, c'est-à-dire le sciences techniques de management et de gestion. Ce sont des élèves qui travaillent plus spécifiquement justement sur l'entreprise, la comptabilité, la communication, les ressources humaines. Ça nous semblait tout à fait en lien. On souhaitait, nous, gouvernement princier, tout simplement porter les valeurs de l'entrepreneuriat, puisque favoriser l'installation des entreprises sur le territoire monégasque et puis favoriser l'entrepreneuriat monégasque, c'est un des objectifs bien évidemment du gouvernement. Et donc la Direction de l'Éducation nationale souhaitait donc s'associer à cet effort. Après plusieurs allocutions afin d'expliquer le déroulé de la matinée, place au workshop par groupe de 5 ou 6. Les élèves étaient amenés à réfléchir à certaines idées, certains projets fictifs de création d'entreprises. Ils ont été confrontés au fameux business plan, tout cela avec le soutien et les conseils d'entrepreneurs de la Principauté. Le premier message qu'on a voulu faire passer donc, aux jeunes, c'est déjà de leur dire qu'il n'y a pas un profil type d'entrepreneur, que chacun peut être un entrepreneur. Alors là, ce qu'on leur a fait, c'est d'essayer de faire émerger les idées,
donc ça fuse, que chacun puisse donner une idée. Et en partant de ça, voir la faisabilité, essayer de les orienter et de mettre le doigt sur les difficultés auxquelles ils vont être rencontrés, les difficultés financières, de lieux, de temps, de compétences, de nombre de personnes qu'il faudra avoir pour ce projet. Donc on essaye un petit peu de les orienter et puis de les canaliser. En fait, on essaye un peu de créer une entreprise ou une association. Par exemple, pour ma part, on a fait une association pour les enfants malades, on a essayé d'organiser, on va dire, des concerts, des kermesses, ainsi de suite. Et en fait, je trouve ça intéressant, comme ça on peut proposer des sujets et ça nous permet même à nous de nous développer, de découvrir un cadre un peu plus professionnel que les cours du lycée à la première. À la fin de la matinée, chaque groupe a présenté le résultat de leurs travaux, des idées qui verront peut-être le jour dans quelques années. Nous restons dans le domaine de l'économie. Le Brésil était au cœur d'une conférence jeudi à l'Automobile Club de Monaco, organisée conjointement par la Jeune Chambre économique et le Monaco Economic Board. Elle a réuni de nombreux intervenants. Anthony Micou nous dévoile les grands axes de cette conférence. Dans le Salon des Princes de l'ACM, on assiste aux prémices de la mission économique qui aura lieu dans 6 mois au Brésil. Monaco Economic Board et la Jeune Chambre économique de Monaco échangent sur les différentes perspectives. C'est la 3e année de rang que Ludovic Subran vient apporter ses conseils, analyse des risques et opportunités, forces et faiblesses, voire menaces. Après les civettes et la Russie, il a consacré ses recherches à la situation actuelle de l'Amérique du Sud. Elle est au centre de la tempête. Elle souffre et de la baisse des changes, les monnaies se déprécient, et de la baisse du prix des matières premières, donc des revenus moindres pour ces pays, et aussi du risque de financement porté par le resserrement de la politique monétaire américaine. Donc quand vous mixez tout ça, ce sont des pays dans lesquels les perspectives de croissance, malheureusement, fondent un petit peu comme neige au soleil. Pas pour tous les pays, certains sont plus résilients que d'autres, mais dans le cas particulier du Brésil, c'est vrai que malheureusement, on s'ajoute à cette situation extérieure peu favorable, une situation de politique et de politique économique particulièrement néfaste, puisqu'aujourd'hui, le Brésil souffre de nombreux scandales et donc a du mal à attirer les investisseurs. Mais ça, encore une fois, c'est le court terme. Et quand on va chercher la croissance chez les émergents, il faut savoir que de temps en temps, il faut baisser la tête et puis continuer, parce que ça se joue sur le long terme. La première mission économique de Monaco Economic Board en Amérique du Sud est prévue du 4 au 7 avril 2016 à Sao Paulo. Avant cela, l'entité amorce des opérations Monaco Invest à Londres et Monaco Chamber of Commerce à Pékin. Au regard des nombreux projets en cours, les départements vont être renforcés. Lors de l'Assemblée générale, donc environ, nous avons une 50aine de projets par an, donc ça fait un par semaine, c'est assez amusant d'ailleurs, sans que nous le voulions. Nous allons normalement nous renforcer en 2016, nos effectifs vont légèrement se renforcer, ce qui nous permettra peut-être de faire encore plus de projets, surtout à l'international. L'ouverture de la Chambre de développement économique à l'international avec la marque Monaco Economic Board et démontre une fois de plus que Monaco s'inscrit vraiment dans une dynamique internationale de soutien à son secteur privé. Rassembler la Chambre de commerce et donc notamment la partie export et les investissements, l'attractivité avec Monaco Investment, ça fait partie des choses qu'on voit dans les pays qui ont une force d'attaque, une force de frappe, qui veulent y aller, qui veulent emmener leurs entreprises et qui veulent faire quelque chose pour qu'elles aussi puissent aller chercher la croissance là où elles se trouvent. Pour Monaco Economic Board, les échéances sont nombreuses, à commencer par les trophées du Club de l'économie le 24 novembre prochain, suivi à la mi-décembre par l'accueil d'une importante délégation russe. Nos partenaires russes nous ont demandé, en dehors du côté culturel qui a eu lieu toute l'année et qui était vraiment passionnant, qui a été un grand succès je pense, d'ajouter un côté économique, parce que les Russes sont très friands d'économie, de business, il faut dire les choses comme elles sont. Et donc, à leur demande, nous avons organisé 2 journées d'économie avec la Fédération de Chambres de commerce de Russie, RSPP, qui est l'équivalent du MEDEF, et Business Russia, qui est les PME russes, c'est-à-dire de 500 millions et plus, quoi. Je pense que l'année prochaine, il y aura certainement encore de nombreuses choses sur la Chine. Et si je vais chercher un petit peu plus loin, je pense que c'est aussi grand temps de parler de l'Afrique, notamment de l'Afrique francophone, qui est encore une fois un beau débouché, notamment pour les services qu'offre la principauté et qui pourrait aller équiper les entreprises africaines. Les recommandations de Ludovic Subran se sont poursuivies lors d'un dîner au restaurant Le Club en compagnie des représentants de la JCEM.
La nouvelle organisation de Monaco Economic Board sera présentée lors du 25e rendez-vous des adhérents au mois de janvier. En bref, dans le reste de l'actualité. Le ministre d'État Michel Roger était convié jeudi aux assemblées générales de l'association monégasque pour la structure financière et l'association monégasque de retraite par répartition à l'auditorium Régnier 3. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le président du Conseil national, Laurent Nouvion, était également présent. Nous retrouvons le ministre d'État à la Maison de France, entouré de nombreuses personnalités de la principauté. Il était convié à la réunion de rentrée de l'Union des Français de Monaco, l'occasion d'aborder de nombreux sujets d'actualité. Il fête cette année son 7e anniversaire. Il s'agit du concours d'art contemporain J'aime Lucart, dédié à la lutte contre le cancer. Une exposition qui se tient à l'auditorium Régnier 3 jusqu'au 20 octobre. Une équipe de Monaco Info a parcouru ces allées. La cause est noble. Depuis maintenant 7 ans, le J'aime Lucart cherche à rallier le travail des artistes contemporains à la lutte contre le cancer en organisant une exposition à l'auditorium Régnier 3. Un rendez-vous aujourd'hui bien ancré en principauté et qui rencontre un certain succès. Je ne voudrais pas parler de succès, mais d'une bonne énergie qui va au-delà de l'art, c'est-à-dire les valeurs du J'aime Luc et du J'aime Lucart. Donc le J'aime Luc, c'est le groupement des entreprises monégasques dans la lutte contre le cancer. C'est tout simplement cette énergie humaine positive qui pense que la maladie n'est pas une fatalité et comment on peut la combattre de façon intelligente, respectueuse de la souffrance des autres, de l'espoir, de la volonté. Tout simplement pour dire que si le J'aime Lucart est tellement à part, c'est précisément parce qu'il ne se prend pas au sérieux et qu'il fait tout ce qu'il peut pour être dans l'altruisme le plus important possible. 140 artistes ont donc participé cette année à l'exposition. Le public peut découvrir des œuvres venues aussi bien du Japon que de la Corée ou encore des États-Unis, mais également des artistes de la région, fidèles depuis de nombreuses années à cette manifestation, à l'image de Maliem Deava. C'est une fête qui se passe en Galicie. Toutes les personnes qui ont été malades ou qui ont subi un événement malheureux au niveau de la santé durant l'année et qui ont échappé à la mort, on les allonge dans un cercueil et une procession se fait dans la ville et il y a de la musique et en fait on remercie d'être toujours là et voilà quoi. Donc je me suis inspirée de ça, c'est vrai, pour faire le cercueil. Et en fait ma fresque là, c'est une rétrospective des 2-3 ans passé avec ce personnage. Le J'aime Luc, présidé par le docteur Béatrice Brich, a notamment permis de financer, depuis sa création en 1973, l'achat de matériel pour de nombreux hôpitaux, tels que le centre Antoine Lacassagne à Nice ou encore le centre hospitalier Princesse Grace. Ce concours d'art contemporain permet de participer au financement de ces actions caritatives. Lorsque un collectionneur va acheter une œuvre, il va acheter cette œuvre-là. Il y a 35% dans le prix de l'œuvre qui est redonné à la lutte contre le cancer. Et comme nous souhaitons particulièrement respecter le travail de l'artiste, le prix de l'artiste est majoré de 35%. Et la personne qui va acheter les œuvres, donc après l'exposition bien entendu, fera un chèque à l'artiste d'un côté et un chèque de 35% au J'aime Luc. Rappelons que les prix J'aime Lucart ont été décernés jeudi, à la clé des expositions personnelles dans diverses galeries d'art partenaires, mais également la création d'un catalogue pour l'artiste. Le public peut découvrir l'ensemble des œuvres exposées jusqu'au 20 octobre. Le public du théâtre Princesse Grace a pu applaudir jeudi soir la pièce de Ronald Harwood à tort et à raison. Sur scène, Michel Bouquet incarne le chef d'orchestre Furtwängler, accusé à tort ou à raison de compromission avec le régime nazi. Un casting complété par François Lombrail, Juliette Carré ou encore Didier Brice. Nous poursuivons notre découverte des lieux et sorties proposées dimanche à l'occasion de la 20e journée européenne du patrimoine. Après la chapelle privée de Monseigneur Barcy ou encore de l'académie Princesse Grace, le public pourra découvrir le quotidien et les missions de la police maritime et aéroportuaire. Dominique Poulain vous en dit plus. Sauvetage en mer, sécurité du port, surveillance des plages et de l'héliport, les fonctionnaires de la police maritime et aéroportuaire sont sur tous les fronts.
Ce jour-là, Frédéric, Laurent et Marcel embarquent sur le Libichou, une embarcation équipée de moteurs de 2 fois 250 chevaux. Shorts, chaussures bateau et casquettes, ils effectuent les contrôles de routine dans les eaux monégasques, l'occasion aussi pour eux de faire de la prévention sur les excès en tout genre, comme ici avec ces jeunes qui plongent de la digue. Vous descendez, comme tous les jours, vous descendez, vous prenez les affaires et vous allez vous baigner au solarium. C'est pas une zone de baignade. Et il n'est pas plus autorisé de sauter de la partie supérieure de la promenade non plus. Comme tous les jours de l'été, dès que la belle saison arrive, on a des jeunes qui fréquentent toute cette zone. Et notamment donc, la partie supérieure de la digue qui leur plaît pour faire quelques sensations au niveau des plongeons. Alors la particularité, c'est qu'on va se dire oui, mais il y a du fond, ça risque rien. Il y a justement beaucoup de fond, il y a 40 mètres. Au pied de la digue, il y a 40 mètres. Et une personne qui sauterait de là-haut et qui ferait un malaise, il aurait tendance plus à couler rapidement qu'à rester en surface. Les policiers ont aussi la charge de la sécurité de l'héliport et de la surveillance de sa zone de sécurité attenante, une zone interdite à la navigation. Il nous arrive aussi de venir ici pour les missions héliport, ce qu'on appelle les missions héliport, c'est-à-dire que quand il y a un membre de la famille princière qui arrive ou qui part en hélicoptère, nous on se trouve ici en bateau devant, avec 2 plongeurs équipés, prêts à intervenir s'il y avait un souci avec l'hélicoptère. Voilà, ça c'est une de nos missions aussi, une des missions prioritaires d'ailleurs. Dans les eaux monégasques, les embarcations à moteur sont sous leur autorité. Ils effectuent donc des opérations de contrôle. Pas de verbalisation pour ce couple de touristes, il est en règle, mais Frédéric lui rappelle toutefois quelques règles essentielles. L'intervention de la police maritime permet à un bon nombre de plaisanciers de se remettre en question et de mettre le doigt sur des manquements de sécurité parfois mineurs, mais qu'ils ne remarquent plus avec l'habitude. On arrive à trouver quelques incivilités comme on peut trouver sur la voie publique. C'est vrai que sur l'eau, on aurait tendance à dire ça va, c'est grand, il y a de la place. Et pourtant, on se rend compte que la plupart de l'activité nautique est concentrée dans les premiers, on va dire, le premier kilomètre de côte, quoi. Donc il y a beaucoup d'embarcations de tout type, de toute taille qui se croisent. Et souvent, c'est la règle du plus fort. Donc il faut être très attentif et très vigilant quand on sort en mer, parce qu'on a vite tendance à se retrouver en difficulté de par certaines embarcations qui prennent moins de précautions parce qu'ils sont plus gros. Frédéric, Laurent et Marcel interviennent entre Menton et Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ils sont en permanence reliés au Crossmet qui gère l'ensemble des secours en mer. À l'approche du Larvoto, les policiers redoublent de vigilance car c'est essentiellement à cet endroit que les activités nautiques sont les plus nombreuses. Il y a les bateaux qui sont au mouillage, les gros bateaux. Vous avez le bateau qui vient de Menton là, qui fait les balades, vous avez les jeux nautiques, vous avez des baigneurs. En fait, tout le monde est concentré sur cette zone-là et c'est là que les soucis se produisent. Quoi, en fait, hein. Quand il arrive quelque chose, c'est souvent là. Quoi. Après, quand vous êtes au large là-bas, les bateaux, ça risque rien. En fait, hein. Il n'y a pas de gros soucis à avoir. En fait, les problèmes sont là, en fait, ici, dans cette zone-là. C'est pour ça que quand on sort, on se maintient ici. Ces policiers ont aussi une formation de sauveteurs. Ils sont donc des plongeurs expérimentés afin d'intervenir en cas de crash d'avion ou d'accident en mer. Régulièrement, ils peaufinent leurs conditions physiques et s'entraînent à porter secours à une personne qui se noie. C'est l'entraînement qu'on fait quasiment quotidiennement, donc de l'entraînement nage, avec quelques apnées. Pour se maintenir un petit peu en condition à ce niveau-là. Et ensuite, là, on a fait juste un petit exercice, descendre, récupérer quelqu'un sur quelques mètres de fond, le remonter, déséquiper le masque, le signal de détresse pour prévenir le pilote d'embarcation qu'on a une personne qui est en difficulté. Donc normalement, il se rapproche. Là, on était assez proche. Voilà, et un remorquage rapide vers le bateau. L'an dernier, la police maritime et aéroportuaire a contrôlé plus de 1000 bateaux de plaisance et a procédé à 275 000 contrôles d'identité de passagers de bateaux de croisière. Frédéric, Laurent et Marcel ont le pied marin, mais sont aussi et surtout des passionnés. Il est l'heure à présent de retrouver notre invité du week-end. Il s'agit de Marion Carbidens de l'association Amref Flying Doctors qui intervient dans de nombreux pays d'Afrique. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Alors l'AMREF organise pour la première fois en Principauté une soirée de gala qui aura lieu samedi soir à l'Hôtel de Paris et en partenariat avec la Fondation Princesse Charlène. Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous représenter pour qu'on puisse découvrir ou redécouvrir cette association? Oui, d'abord merci de votre accueil et de cette interview. Donc l'AMREF, c'est la première ONG de santé publique en Afrique. Voilà, on aide 12 millions de personnes chaque année dans 35 pays. Voilà, et on intervient sur tous les champs de la santé publique. Lutte contre le sida, le paludisme, formation d'agents de santé communautaire, formation de sages-femmes, accès à l'eau, éducation à l'hygiène et puis les Flying Doctors, parce que l'association s'appelle l'AMREF Flying Doctors, qui sont la légende en fait de l'AMREF et ça a débuté en 1957 avec ces fameux médecins volants qui partaient dans les zones isolées pour donner accès aux soins aux communautés. Et alors justement, quels sont les différents risques actuels que l'on retrouve dans les différents pays que vous côtoyez? Alors l'AMREF a lancé une grande campagne internationale qui s'appelle Stand Up for African Mother, qui sera inaugurée officiellement samedi, de formation de sages-femmes africaines. Pourquoi? Aujourd'hui, toutes les 3 minutes, en Afrique subsaharienne, une femme meurt pendant la grossesse ou l'accouchement. C'est inadmissible. On sait que 80% de ces décès pourraient être évités avec des sages-femmes formées. Donc il faut se mobiliser, il faut former des sages-femmes. Voilà, donc cette campagne elle est soutenue par plein de marraines, dont certaines seront présentes, à l'international par Madame Mandela. Voilà, et aujourd'hui, on a 7000 sages-femmes qui ont été formées dans 7 pays d'Afrique subsaharienne sur un objectif de 15 000 sages-femmes qu'on veut former d'ici 2018. Et alors, comment est-ce que le public peut vous soutenir? Comment est-ce qu'il peut vous aider? Alors en parlant de cette campagne, en parlant de l'association, bien sûr en faisant des dons sur amrefmonaco.org, en nous appelant, en participant et en se mobilisant pour les sages-femmes et la formation de sages-femmes en Afrique. Et alors avant de nous quitter, j'aimerais revenir juste un instant sur la soirée qui aura lieu samedi soir. C'est une soirée qui a lieu en partenariat avec la Fondation Princesse Charlène parce que vous allez notamment lancer un projet au Kenya. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors on est très heureux sur cette première campagne de formation de sages-femmes. On a déjà des partenaires très importants à Monaco, la coopération monégasque bien sûr, la Fondation Stavros Niarchos, mais aussi la Fondation Princesse Grace. Et là on est très heureux parce qu'on inaugure un nouveau projet avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco autour des questions liées à l'eau, parce que ça aussi c'est très important. Et on va monter un grand projet au Kenya pour les enfants dans les écoles primaires autour de ces questions liées à l'eau, à savoir l'éducation à l'hygiène, l'accès à l'eau potable, mais aussi la prévention de la noyade. Voilà, donc cette soirée viendra aussi inaugurer ce projet qu'on va mener au Kenya. Et alors comment est-ce que ça va se traduire concrètement sur le terrain? Ce projet va être mené au Kenya, notamment dans les écoles primaires sur les zones côtières, notamment dans la région de Mombasa, où on va éduquer les enfants aux problématiques liées à l'eau, donc éducation à l'hygiène, mais aussi prévention de la noyade et puis accès à l'eau potable dans cette région. Très bien, merci Marion en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Et avant de nous quitter, je vous propose un aperçu de la météo de ces prochains jours. Merci à vous. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Samedi, temps largement ensoleillé, arrivée de quelques nuages dans l'après-midi, les températures resteront inférieures au normal de saison avec 13 degrés au lever du jour et 18 degrés dans l'après-midi. Dimanche, détérioration du temps, le ciel sera en grande partie nuageux, risque de pluie en fin de journée, les températures seront fraîches. Lundi, le ciel sera encore incertain avec un risque d'averse dans la matinée. Le ciel se dégagera progressivement dans l'après-midi. Et finalement, mardi, le temps s'améliorera progressivement. Les températures seront proches des normales de saison, avec 15 degrés le matin et jusqu'à 19 degrés au plus chaud de la journée. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes. Je vous dis pour ma part à très bientôt sur notre antenne. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.